Bonsoir à tous et bienvenue dans ce séminaire dédié à la santé. Ensemble, pendant une série de 12 vidéos, nous allons apprendre à vivre en meilleure santé. En effet, nous aurons 6 sujets que nous allons traiter ensemble et chaque sujet sera divisé en 2 parties afin que ce soit plus facile à assimiler. Eh bien, avant tout, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Herimwana Ra'apoto, j'ai 31 ans et je suis membre de l'Église adventiste du 7e jour. Pourquoi ce séminaire? Tout d'abord parce que l'Église adventiste du 7e jour, dans le monde entier, s'intéresse à la santé. En effet, il existe un département au niveau de la conférence générale qui s'appelle le département du ministère de la santé. Et l'Église adventiste du 7e jour possède dans le monde plus de 173 hôpitaux et établissements de soins médicaux. Elle se penche sur la santé. Nous avons des médecins, des naturopathes, beaucoup de personnes qui travaillent à ce sujet. Et d'ailleurs, un des instituts qui est très connu, c'est l'hôpital de Loma Linda aux États-Unis. Également, dans le monde, il y a plus de 132 maisons de soins et de centres de retraite avec plus de 220 cliniques et dispensaires médicaux. Alors, vous allez me demander, je suis médecin dans quelle spécialité? Tout simplement, je ne suis pas médecin. En effet, je suis seulement un professeur qui enseigne la physique-chimie. Et pourquoi alors je vais vous apprendre sur la santé? Eh bien, sachez qu'au départ, je ne me suis jamais intéressé à ça. Et voici comment est-ce que je me suis penché sur ce sujet. Il y a maintenant 7 ans où je n'étais pas croyant, je ne croyais pas en Dieu, j'étais simplement un scientifique qui étudiait la science et qui était surtout athée. Je ne croyais pas en Dieu, je croyais en l'évolution, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en réalité, la science explique la création. Depuis ce jour, je me suis mis à chercher Dieu, à faire des recherches, à comprendre la Bible. Et voici que je me suis aperçu que Dieu, dans la parole, nous parle de la santé. À partir de ce jour où j'ai compris que Dieu nous parlait de la santé, j'ai voulu comparer ce que la Bible dit ainsi ce que la science disait. Et j'ai vu qu'il n'y avait que des corrélations. Et je me suis mis à expérimenter ce que la Bible disait. Et j'ai vu que c'était réel. J'ai vu qu'il y avait un changement dans ma vie. Et cela, j'ai voulu le partager à d'autres. Et c'est pour cela que nous aurons ce séminaire que je vais pouvoir vous présenter, pas par ma propre force, mais nous demandons que l'Esprit Saint puisse me diriger. Pour m'appuyer sur ce séminaire, il y a différentes personnes de nos institutions, dont cette dame qui est Barbara O'Neill, qui est une nutritionniste certifiée et également naturopathe certifiée, et je m'appuierai sur ses déclarations, sur ses recherches. Également, il y a 2 autres docteurs qui ont des laboratoires et qui font des recherches, et je m'appuierai sur ces 2 personnes qui sont le docteur Rudy Davis ainsi que sa femme Jenny Davis. Tous les 2 sont docteurs en naturopathie. À côté de cela, il y aura également les études d'un homme qui est très connu dans le monde de la nutrition. Il s'agit de Colin Campbell. C'est un chercheur qui s'est appuyé sur des recherches sur la nutrition pendant plus de 20 ans. Il va faire l'étude la plus longue et la plus complète sur la nutrition puisqu'il étudiera plus de 880 millions de personnes en Chine ainsi qu'aux États-Unis et il sortira ce rapport et cette étude appelée The China Study. Et donc, je m'appuierai sur ces personnes pour pouvoir vous parler de la santé. Aujourd'hui, le premier sujet que nous allons voir ensemble, il s'agira de la santé dans les aliments. Et pour ce premier sujet, comme nous l'avons dit, nous allons le faire en 2 parties. La première partie que nous allons voir
va nous montrer pourquoi est-ce que nous mangeons. Et c'est ce que nous allons tout de suite entamer. Pourquoi est-ce que nous mangeons? Pourquoi avons-nous besoin de manger? Tout d'abord, nous mangeons pour avoir ce qu'on appelle des glucides. Les glucides, c'est ce que nous trouvons par exemple en grande quantité dans les pommes de terre, dans le riz, dans les racines comme le taro, manioc, igname, comme le blé, c'est-à-dire les pâtes, le pain. Tout cela contient beaucoup de glucides et nous en avons besoin. Pourquoi? Car ce sera notre carburant pour fonctionner. En effet, chacune de nos cellules aura besoin de ce glucide car il extraira de ça ce qu'on appelle le glucose. En effet, un glucide, c'est une longue chaîne de molécules. Ici, vous avez la molécule d'amidon. Et cette longue chaîne de molécules est composée de plusieurs petites unités appelées le glucose. Et le glucose est important car le glucose, pour chaque cellule, avec le dioxygène de l'air que nous inspirons, va produire de l'énergie. Chaque cellule aura donc l'énergie nécessaire pour remplir sa fonction. Donc nous avons besoin des glucides car le corps utilisera ce glucose, la petite unité, pour pouvoir fonctionner. Nous mangeons non seulement pour avoir des glucides, mais aussi pour avoir ce qu'on appelle des protéines. En effet, les protéines, comme vous le savez, qu'on retrouve beaucoup dans les viandes, poissons, poulets, les protéines vont servir à construire notre corps. Une protéine, qu'est-ce que c'est? Une protéine, c'est une longue molécule qu'on pourrait symboliser par ces petites perles. Chaque petite perle représente ce qu'on appelle un acide aminé. Et donc, il y a différentes couleurs représentant ces différents acides aminés. En tout, on en dénombre plus de 20 acides aminés. Selon le décompte, on peut avoir 22. Mais nous allons garder sur 20 acides aminés et chaque acide aminé, ce sont donc ces différentes couleurs que le corps a besoin. Pourquoi? Parce que nos cellules sont composées à 50% de leur matière sèche d'acides aminés. Et donc le corps, lui, peut produire certains acides aminés, sauf 8. Et ces 8 acides aminés qu'il ne peut pas produire sont appelés des acides aminés essentiels car il est obligé d'aller le chercher à l'intérieur d'une nourriture, de la nourriture donc que nous allons ingérer. Et donc nous avons besoin des protéines pour avoir ces acides aminés. Nous mangeons non seulement pour avoir des glucides, pour avoir le carburant, nous mangeons non seulement pour avoir des protéines, pour construire nos cellules, mais nous mangeons aussi pour avoir ce qu'on appelle des lipides, et nous précisons des lipides insaturés. Qu'est-ce que c'est qu'un lipide insaturé? Pourquoi on précise insaturé? Tout simplement, vous avez deux types de lipides. Des lipides saturés qu'on va trouver à la température ambiante sous la forme solide. C'est-à-dire, par exemple, la graisse animale, c'est-à-dire, par exemple, le beurre, contiennent beaucoup de lipides saturés. Les lipides saturés proviennent du monde animal. Ils ont donc des graisses qui sont à l'état solide à notre température. Ce n'est pas cela que le corps a besoin, car en effet, un excès en lipides saturés va créer plusieurs dérèglements que nous n'allons pas entrer dans le détail aujourd'hui. Mais également, il y a l'autre catégorie de lipides appelés des lipides insaturés. Et ce sont ces lipides insaturés que le corps a besoin. D'où proviennent-ils? Ils proviennent du monde végétal. En effet, lorsque nous prenons l'olive, contient des lipides insaturés et c'est pour ça qu'on va retirer l'huile d'olive. Les graines de tournesol, les graines de colza, les fleurs de colza, contiennent ces lipides insaturés et nous utilisons cela pour pouvoir faire de l'huile. Donc vous trouverez les lipides insaturés à l'état liquide lorsque vous prenez la température ambiante. Et donc,
ce que le corps a besoin, c'est plus de ces lipides insaturés. Pourquoi? Parce que les lipides insaturés, le corps va utiliser chaque chaîne. Voici ce qu'est un lipide insaturé, qu'on appelle aussi triglycéride. Le corps va découper cette chaîne de molécules et va retirer chaque structure appelée acide gras. Et donc, il y a des acides gras que nous avons besoin et qu'on appellera des acides gras essentiels. Parmi ceux-là, vous avez déjà entendu parler, il y a les oméga 3 et les oméga 6. Pourquoi nous en avons besoin? Tout simplement parce que nos cellules, lorsqu'on va prendre leur matière sèche, c'est-à-dire on va retirer l'eau, à 50% ce sont des acides aminés, mais à 50% ils seront composés à partir de ces acides gras essentiels. Le cerveau, encore plus, il en a plus besoin, parce que le cerveau qui est le centre de notre corps, le centre de contrôle, lui, il possède 60% de sa matière sèche est composée de ces acides gras essentiels. C'est pour cela, vous verrez que c'est un organe qui est gélatineux. Et vous avez tous vu une cervelle de poisson, c'est gélatineux parce que c'est composé à 60% de matières grasses qui sont les acides gras essentiels. Or, quand nous savons que c'est important pour le cerveau, nous voyons que le Créateur, celui qui a créé la nature, va nous montrer quel aliment contient le plus d'oméga 3. En effet, dans le monde végétal, parmi les oléagineux, celui qui contient le plus d'oméga 3, c'est la noix. Et comme vous le voyez, le Créateur, Dieu, n'a pas fait par hasard la noix, car comme vous le regardez, il est à l'intérieur d'une coque solide, comme le crâne, et à l'intérieur, lorsque vous l'ouvrez, vous avez les deux hémisphères, comme le cerveau. Donc ce sont ces aliments qui contiennent le plus d'oméga 3. Donc voici, nous mangeons pour avoir ces trois groupes importants qu'on va appeler les nutriments. À côté de cela, nous pourrons comparer ces nutriments comme une maison qui est composée de murs, et les murs, comme vous le savez, il faut des parpaings. Ces nutriments seront donc comparés à ces parpaings. Mais comme vous le savez, pour qu'un mur tienne, pour que les parpaings soient fixés ensemble, on a besoin d'un autre élément. Et cet élément, c'est le ciment. De même, pour le corps, nous avons les glucides, protéines, lipides, mais il faut à côté quelque chose qui va pouvoir les fixer, faire que le corps les assimile pour que le corps soit bien bâti. Et donc, ce ciment, entre guillemets, ça serait ces éléments. Premièrement, les minéraux. Nous aurons besoin des minéraux, ils sont importants. Vous connaissez le calcium par exemple, pour pouvoir qu'il se fixe à nos os. On en a besoin. Nous avons besoin de magnésium, nous avons besoin de plusieurs minéraux. Et également, nous avons besoin de ce qu'on appelle des vitamines. Chaque vitamine, vous connaissez la vitamine A qui est nécessaire à la croissance, vitamine B pour synthétiser des enzymes, les vitamines C pour le système immunitaire, vitamine D pour pouvoir fixer le calcium sur les os. Donc différentes vitamines que le corps a besoin car c'est nécessaire pour le fonctionnement du corps. Non seulement nous avons besoin des minéraux, des vitamines, il y a aussi un élément qui est important et qui malheureusement n'est pas très connu dans le monde de la nutrition, et c'est seulement ces dernières années où on en parle, c'est ce qu'on appelle les enzymes. En effet, un enzyme, qu'est-ce que c'est? Un enzyme permettra des choses extraordinaires. Je donne un exemple. Lorsque vous tombez malade, ce qui se passe, c'est que votre corps va produire ce qu'on appelle des anticorps. Pour produire ces anticorps, le corps va faire des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques sont lentes. Mais voilà, il existe des enzymes qui vont permettre à ce que ces réactions chimiques pour produire les anticorps soient 1000 fois plus rapides, ce qui fait que si on a des enzymes, notre corps pourra facilement produire les anticorps pour nous aider à guérir.
Également, les enzymes vont permettre non seulement pour nous aider dans notre système immunitaire, mais aussi pour la digestion. Pour digérer par exemple une protéine, nous allons voir très bientôt que ça va demander de l'énergie. C'est une réaction chimique qui se fait et qui va pouvoir se faire grâce aux enzymes. Ça va accélérer ces réactions chimiques. Donc nous avons besoin des minéraux, des vitamines, des enzymes, mais surtout de l'eau, car comme vous le savez, nous sommes composés environ, selon les personnes, à 70% d'eau. Ces 4 autres éléments qu'on a appelés le ciment, forment cette famille appelée les catalyseurs. Il y a donc au total 7 éléments que nous avons besoin lorsque nous mangeons. Et ces éléments, nous les avons de l'extérieur, car le corps ne peut en produire. Il peut en produire dans certaines circonstances du glucose, il peut en produire certains acides aminés, il peut produire certains lipides, il peut produire certaines vitamines et certains enzymes, mais nous avons besoin de complémenter cela par l'alimentation. Maintenant que vous savez pourquoi nous mangeons, il est intéressant de voir finalement, est-ce que dans nos habitudes alimentaires, nous avons ce qu'il faut ? Et pour cela, je vous invite à prendre cet exemple où nous avons d'un côté une crudité, c'est-à-dire une salade avec beaucoup de choses à l'intérieur, et à côté un fifiri, c'est-à-dire un beignet qui est cuit à l'huile ou un donut. Et vous allez comparer entre les deux si nous avons les 7 éléments, mais également si il y a ce qu'on appelle des toxines. Alors, les toxines, ce sont tout simplement des molécules que le corps ne reconnaît pas et qu'il reconnaît comme étant un déchet dont il veut éliminer. Regardons dans la crudité. Est-ce que nous avons des glucides? Oui. Dans un fifiri, il y en a également, puisqu'il est fait à partir d'amidon. Vous regardez les protéines, il y en a dans les crudités, alors que dans les fifiris, il y en a mais très peu. 1/32e de ce que vous avez dans les crudités. Très peu. Dans les lipides insaturés, nous en avons à l'intérieur des crudités, alors que dans les fifiris, vous n'en avez pas. Et vous allez me dire, mais pourtant on frit à l'huile. Vous comprendrez ça bientôt. Il n'y en a pas, ça a été dénaturé. Les minéraux, vous les trouverez dans les crudités, ainsi que les enzymes. Et pourtant, dans le fifiri, il n'y en a pas. Les vitamines, il y en a dans les crudités, alors qu'à l'intérieur du fifiri, vous n'en avez pas. Pour l'eau, vous trouvez de l'eau dans les crudités, bien sûr, alors que dans le fifiri, il y a une très faible quantité, 1/20e, c'est-à-dire 5% de ce que vous aurez dans les crudités. Qu'en est-il des toxines ? Si nous mangeons des produits qui sont bio ou des produits dont nous savons l'origine, du jardin par exemple, ces produits-là ne contiendraient pas de toxines, alors que dans le fifiri, vous avez des toxines. Donc, tout simplement, nous voyons, et le choix est vite fait lorsque nous comprenons que finalement, dans nos habitudes alimentaires, il y a des choses que nous mangeons et qui malheureusement nous apportent rien du tout, si ce n'est que du sucre. Et nous verrons très bientôt que le sucre est très mauvais pour la santé. Également, j'aimerais vous faire prendre conscience de quelque chose qui va en parallèle avec cela. Je pense que vous avez déjà, pour certains, entendu parler de cette grandeur qu'on appelle le pH, ou potentiel hydrogène. Le pH, en effet, pour la vie est très important à connaître car en fonction du milieu, le pH doit avoir une certaine valeur pour qu'il puisse y avoir développement. Le pH, qu'est-ce que c'est? Dans tout milieu qui contient de l'eau, vous avez 2 types d'ions qui seront majoritaires ou pas, qu'on appelle les ions hydrogène, H+, et les ions hydroxyde, HO-. Mais n'entrons pas dans les détails, sachez seulement que lorsque vous avez un milieu qui contient beaucoup de ces ions hydrogène, le pH, la population d'hydrogène, sera entre 0 et 7. Et lorsque le pH est entre 0 et 7, vous aurez un milieu qu'on dira acide.
Également, lorsque le pH sera entre 7 et 14, vous aurez un milieu qui contient beaucoup d'ions hydroxyde qu'on dira basique ou alcalin. Et donc, ce milieu, on peut savoir s'il est basique ou acide au travers d'une mesure qu'on utilise, par exemple, en utilisant du papier pH ou un pH mètre qui nous indique directement cette valeur. Donc, quelle valeur on est? Pourquoi je vous parle du pH? Tout simplement parce qu'il y a une expérience qui a été faite par ce docteur Joel Robbins, qui est docteur en chiropractique et également naturopathe certifié et qui est le directeur de l'Institut Robbins Natural Health. Et voici l'expérience qu'il a faite sur ses patients. Il a mesuré tout d'abord le pH des cellules de personnes en bonne santé. Et il verra que ces personnes qui sont en bonne santé ont tous un pH entre 7 et 8. Autrement dit, si vous n'avez pas de maladie, si vous vous portez bien, vous avez un pH alcalin, légèrement alcalin, qui est basique. Alors que tous ces patients qui sont malades, et surtout ceux qui auront le cancer, pour ces personnes étant atteintes de cancer, il va mesurer leur pH cellulaire et il va voir que tous, sans exception, ont un pH inférieur à 5,7. Et plus vous allez vers 0, plus on dira que c'est acide. Nous voyons donc que les cellules des personnes malades atteintes de cancer sont acides. Et que se passe-t-il à l'intérieur? Dans ce milieu acide, les cellules ne peuvent pas fonctionner normalement et surtout les enzymes. Dans un milieu acide, les enzymes qui étaient à la base de produire des anticorps ne peuvent pas jouer leur rôle. Alors que se passe-t-il? La maladie s'installe et l'état de santé se dégrade. La question alors que nous allons nous poser, c'est ceci. Comment fait-il que ces personnes ont des cellules acides? Est-ce que ce que nous allons mettre à l'intérieur de notre corps va influencer sur le pH? En effet, majoritairement, c'est notre façon de nous alimenter qui va influencer notre pH. Et nous allons voir maintenant quels sont ces aliments qui vont acidifier notre corps, acidifiant ainsi nos cellules et faisant que nous serions sujets à toutes ces maladies. Tout d'abord, nous allons commencer par les aliments qui vont acidifier en partant du moins acidifiant au plus acidifiant. J'aimerais tout d'abord vous faire comprendre qu'un aliment qui est acidifiant n'est pas forcément un aliment acide. C'est-à-dire, ce n'est pas en prenant l'aliment et en mesurant son pH que vous saurez qu'il sera acidifiant. Un aliment acidifiant, c'est un aliment lorsqu'il est ingéré, va produire dans votre corps des acides et qui va acidifier vos cellules. Et donc, pour le savoir, l'expérience est celle-ci, c'est qu'on va nourrir une personne à partir de seulement cet aliment et ensuite on mesure le pH de leurs cellules et on voit l'influence que cet aliment a sur ces cellules. Regardons alors un premier aliment qui va acidifier votre corps, mais peu. Il s'agit des céréales et des légumineuses cuites, c'est-à-dire le riz que nous cuisons, le blé que nous cuisons, c'est-à-dire le maïs que nous cuisons. Toutes ces choses vont acidifier les cellules. Et j'aimerais vous faire une remarque, parce que nous savons qu'ici en Polynésie, on aime manger beaucoup de riz, par exemple. Je veux juste faire une petite remarque, c'est que ce n'est pas parce que c'est acidifiant qu'on ne va plus manger. Ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Simplement de vous faire comprendre qu'il ne faut pas en abuser. Et au contraire, qu'on va utiliser des aliments qui vont créer l'inverse, alcaliniser, et qu'on en mangera davantage. Ne me comprenez pas mal. Mais il y a exception à l'intérieur de ces céréales. En effet, il y a des céréales qui, au lieu de rendre acides, vont rendre alcalin vos cellules. C'est par exemple la quinoa.
Mais faites attention à la provenance, car il y a de la quinoa qui n'est pas bon, hein. Donc, la quinoa va permettre de rendre alcalin vos cellules. Parmi les céréales, il y a également le millet qui va permettre d'alcaliniser vos cellules. Parmi les types de blé, vous avez le sarrasin, l'amarante, l'épeautre et le camoute qui va pouvoir alcaliniser vos cellules. Donc cela, il est bon d'en consommer si vous aimez manger cuit ces céréales. Également, parmi les légumineuses, c'est-à-dire haricots rouges, haricots blancs qui vont acidifier vos cellules, sachez qu'il y a aussi des légumineuses qui font exception et qui vont permettre de rendre alcalin. Parmi ces légumineuses alcalins, vous avez les lentilles, vous avez les haricots de Lima ainsi que le soja. Et donc, cela va permettre d'alcaliniser vos cellules. Voici un autre aliment qui va acidifier vos cellules un petit peu plus que les céréales et les légumineuses cuites. Ce sont les fruits et les légumes que nous cuisons à haute température, c'est-à-dire dans un wok par exemple. D'accord? Donc ces aliments, fruits et légumes que nous cuisons, ils vont également acidifier un petit peu plus. Un petit peu plus, nous avons les produits laitiers. Le lait, les yaourts, les crèmes glacées, la chantilly, la crème fraîche, le fromage. Tous ces aliments vont acidifier encore plus que les fruits et les légumes cuits. Également, vous aurez le sucre. Le sucre est aussi un acidifiant qui est un peu plus fort que les produits laitiers. Mais vous avez une exception, et je vous demande de ne pas abuser dessus. Il s'agit du sirop d'érable, qui est le seul sucre qui va permettre de rendre vos cellules alcalines. Donc, sirop d'érable. Autre élément qui va acidifier davantage que le sucre, il s'agit des viandes. Donc, de la viande, c'est-à-dire rouge, viande de bœuf, la viande blanche, c'est-à-dire poulet, va acidifier beaucoup, ainsi que les poissons. Tout ce qui est chair animale acidifie plus vos cellules que le sucre. Il y a également tous les aliments épicés. Lorsque nous parlons des aliments épicés, nous allons faire un détail dessus lors de notre prochain sujet. Les aliments épicés, c'est-à-dire le piment, le poivre, ces choses vont acidifier. Également, tous les aliments qui seront frits. Toute friture vont acidifier davantage vos cellules, donc c'est encore plus mauvais. Vous avez également le café et le thé qui sont des puissants acidifiants. Lorsque vous en consommez, ils font des dégâts également dans votre corps. Vous avez le sel. Trop de sel va acidifier. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, mais il faut tempérer dans la quantité. Nous avons également l'alcool qui acidifie davantage les cellules. Vous avez les médicaments qui acidifient encore beaucoup plus vos cellules. Et pour terminer, il y a le tabac. Le tabac qui est un puissant acidifiant. C'est pour cela, lorsque vous regardez cette liste, il faut comprendre que ce sont les éléments du bas qu'il faut vraiment éviter, voire arrêter. Tabac, alcool, évitez cela, réduisez votre quantité de sel. Et si vous mangez des céréales et légumineuses cuites, vous en mangez, mais essayez de réduire et d'ajouter beaucoup plus d'éléments qui vont rendre alcalin. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les éléments qui vont alcaliniser votre corps, donner à vos cellules un pH alcalin pour qu'ils fonctionnent bien. Voici qui ils sont. Premièrement, vous avez les légumineuses que vous allez faire germer. Par exemple, les graines de soja germées vont rendre alcalin vos cellules. Par exemple, les graines de luzerne germées, qu'on appelle alfalfa, vont également alcaliniser vos cellules. Les lentilles que vous allez faire germer, tout ce qui va faire germer, ça va alcaliniser vos cellules. Il y a également les graines que vous allez manger crues. Les graines de sésame, les graines de lin, les graines de chia vont alcaliniser davantage.
Ce qui va alcaliniser encore plus vos cellules, ce sont les noix, le coco, les amandes, les autera, les noix de cajou. Ces choses vont rendre alcalin vos cellules, sauf pour exception les cacahuètes. C'est la seule noix qui va acidifier vos cellules. Ce qui va alcaliniser davantage, ce sont les fruits et les légumes cuits à la vapeur. Et nous allons voir pourquoi cuire à la vapeur très bientôt, parce qu'il y a une différence entre cuire à la vapeur et cuire au wok ou dans de l'huile. Ça va alcaliniser vos cellules, la cuisson à la vapeur. Ce qui va alcaliniser davantage, ce sont des fruits et des légumes que vous allez manger crus après qu'ils ont été décongelés. Par exemple, vous prenez des fruits rouges achetés au magasin qui sont congelés. Lorsque vous les décongelez, vous les mangez crus, ça va alcaliniser davantage. Par exemple, vous avez davantage qui va alcaliniser les légumes mangés crus. Et ce qui va alcaliniser davantage encore, ce sont les fruits séchés. Banane séchée, papaye séchée va alcaliniser encore plus. Et ce qui va alcaliniser le maximum, ce sont les fruits crus. Voici donc la liste des aliments qui vont rendre vos cellules avec un pH alcalin, permettant ainsi à vos enzymes de fonctionner correctement et de maintenir une bonne santé. Ces aliments, il y aura juste une exception par rapport aux fruits. En effet, on se dira que le citron, par exemple, est quelque chose d'acide. Vous mesurez son pH, il est de 4,7. C'est donc acide. Mais voici, comme je vous disais, ce n'est pas parce qu'il est acide ou basique qu'il va rendre basique ou acide. Non. Le citron, lorsqu'il est bu, une fois qu'il a été, l'eau citronnée par exemple, métabolisé, digéré, transformé, quand il passe à l'intérieur de votre sang et de vos cellules, il va produire des ions hydroxydes permettant de rendre alcalin vos cellules. Donc l'eau citronnée, consommez-en. L'eau citronnée est très bon pour la santé, ça alcalinise vos cellules. Mais évitez de mettre du sucre. Ou si vous voulez du sucre, mettez un petit peu de sirop d'érable ou un petit peu de miel, mais pas trop. Donc voici les aliments qui vont faire du bien à votre corps. Maintenant, certains pourront se dire, mais si je mange que ces aliments, il va me manquer quelque chose finalement. Si je regarde, je vais manger des graines, je vais manger des noix, des oléagineux, des fruits et des légumes. Mais où seront les protéines? En effet, lorsque nous pensons protéines, vous demandez à quelqu'un, il vous dira, protéines, c'est dans les viandes. Et si je ne mange pas de viande, est-ce que je vais être en bonne santé? Alors j'aimerais vous dire, ne vous fiez pas à ce que l'on vous dit, mais faites des recherches, parce que vous allez voir dans l'épisode qui suivra que les protéines, et surtout les protéines animales, ne sont pas forcément bons pour votre santé. Et vous allez voir que les protéines, on peut en trouver ailleurs. Ne ratez donc pas la suite de cet épisode. À bientôt.